Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Si vous étiez capable de voyager dans le temps, 2000 ans en arrière et rencontrer un de vos ancêtres, vous seriez en mesure de les époustoufler avec l'esprit et la technologie. Imaginez ce que quelqu'un de vivant il y a si longtemps penserait de votre téléphone portable ou de votre montre intelligente. Ne laissez pas cette pensée vous faire sentir supérieur, car il pourrait être capable de vous montrer une ou deux choses époustouflantes en retour. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas de la technologie de nos ancêtres, comme vous êtes sur le point de le découvrir. Le pilier de fer de Delhi. Il a été créé il y a plus de 1500 ans, vous ne le devinerez jamais en le regardant, parce qu'il n'y a pas une trace de rouille sur lui. Ce n'est pas parce qu'il est régulièrement nettoyé et poli, c'est parce qu'il est physiquement impossible pour le pilier de rouiller. La colonne de fer qui est parfois appelée pilier Ashoki mesure 22 pieds de haut. Chaque centimètre de ces 22 pieds est recouvert d'une substance anti-rouille appelée misawite, qui empêche la surface du fer d'être exposée à l'oxygène. Sans ce contact, la rouille ne peut pas se produire. C'est si difficile d'imaginer que les personnes qui ont fabriqué le pilier il y a si longtemps savaient comment empêcher la rouille que la plupart des scientifiques pensent que c'était probablement un accident. Leur meilleure hypothèse est que le misawite s'est formé dans des conditions bizarres et uniques, lorsque le fer chaud s'est mélangé à des scories de calcaire et à l'air humide pendant qu'il refroidissait. Une fois qu'il est devenu évident que leur pilier n'allait jamais rouiller, les anciens résidents de Delhi l'ont regardé comme un miracle. L'idée que c'était un heureux accident est soutenue par le fait qu'aucun autre objet indien inoxydable de cette époque n'a jamais été retrouvé. Le temple Ponchavar Naswami. Nous restons en Inde pour un moment, parce que nous avons une sculpture très étrange à l'intérieur d'un temple à regarder. Le temple est situé à Waraya, Tamil Nadu, et il a plus de 2000 ans, ce qui signifie que les gravures qui sont sur les murs ont elles aussi plus de 2000 ans. Et donc nous avons un problème. Ici c'est clair, nous voyons une sculpture d'un homme faisant du vélo, ce qui ne devrait pas être possible, car le vélo n'a pas été inventé avant le XVIIIe siècle. Pourtant, il ne semble pas y avoir autre chose que cette sculpture pourrait représenter. Ce sur quoi cette personne est assise a 2 rayons de roue, un cadre et un guidon. La présence de la sculpture de vélo à l'intérieur du temple reste un mystère inexpliqué. La seule explication plausible semble être que le temple a été rénové dans les années 1920. C'est à peu près à cette époque que les bicyclettes à chaîne ont été produites en masse et sont devenues populaires. Il est donc possible qu'un artiste de l'époque ait pensé que c'était une bonne idée de défigurer un temple antique en ajoutant des graffitis de vélo. Cette théorie n'est pas prouvée cependant, et toute personne prise en train de réaliser un tel acte de vandalisme aurait probablement fait face à de terribles conséquences. Pendant les années d'apogée de l'Empire romain, les Romains maîtrisaient l'art de fabrication du verre et du béton. En fait, le béton qu'ils ont fabriqué est largement supérieur au béton que nous utilisons aujourd'hui. Le ciment Portland, qui est à peu près le standard de l'industrie d'aujourd'hui, ne durerait pas environ un siècle dans un environnement marin, même s'il était renforcé avec des barres d'armature. Comparez cela aux anciennes arches romaines, les brise-lames, les aqueducs et autres bâtiments qui sont restés debout pendant 2000 ans, même dans l'eau salée hautement corrosive. Le béton romain reste intact. Tout cela est dû à la façon dont ils l'ont fabriqué. Les Romains combinaient des cendres volcaniques et de la chaux pour créer un mortier, puis l'ont mélangé avec de la roche volcanique comme agrégat. Vous pouvez trouver des preuves de cela dans la construction du Panthéon, et ainsi que les marchés de Trajane à Rome. L'utilisation de ce mélange signifie que le béton romain qui existe encore aujourd'hui est plein de tobermorite, zéolite et philippsite. Ces minéraux sont arrivés là quand l'eau de mer a trouvé son chemin dans le béton et a réagi avec la chaux et les cendres volcaniques, créant les minéraux imbriqués et remplissant les espaces vides. L'exposition à l'eau de mer a rendu le béton plus solide et non plus faible quant aux raisons pour lesquelles nous ne l'utilisons pas aujourd'hui. Personne n'a jamais été capable d'obtenir le mélange tout à fait correct, depuis la chute de l'Empire romain. Les Incas ont créé des centaines d'incroyables monuments en pierre au Pérou, et personne ne sait vraiment comment. Les pierres semblent avoir été tranchées comme du beurre pour obtenir leur forme actuelle, mais cela devrait être possible. Et si ce n'était pas le cas? Et si nos ancêtres connaissaient un moyen d'adoucir la pierre en mélangeant différentes plantes ensemble, et en appliquant le mélange à la surface de la roche dure? Cela semble ridicule, mais c'est une suggestion qui vient des archives des Incas. Certains historiens ont spéculé que l'art de ramollir la pierre n'existait pas seulement au Pérou, mais partout dans le monde. Regardez les célèbres empreintes de main de la montagne blanche dans le Wyoming aux USA. Comment ont-elles été créées? Il est clair que quelqu'un les a gravées dans la roche, mais les gravures sont si lisses, et comme si elles avaient été laissées dans du ciment humide. L'existence d'un tel mélange de plantes expliquerait certainement comment nos ancêtres étaient capables de déplacer, couper et façonner d'énormes pierres qui pèsent des centaines de tonnes.
La grande question est bien sûr de savoir ce que ces plantes ont pu être et où les trouver. Si elles ont jamais existé, peut-être qu'elles ont été surutilisées, à tel point qu'une ou plus des espèces de plantes impliquées dans le mélange sont maintenant éteintes. Si vous aviez besoin d'une épée de haute qualité au Moyen-Âge, vous insisteriez pour que votre fabricant d'épée façonne votre arme dans l'acier de Wood, également connu sous le nom d'acier damascé. Il était connu comme l'acier le plus dur au monde, à l'époque, mais ses origines remontent bien plus tôt que le Moyen-Âge. C'est une autre invention indienne, et elle a commencé là-bas plus de 1000 ans avant que quelqu'un d'autre ne découvre la recette et le procédé pour la fabriquer. L'acier damascé est un type de creuset acier, ce qui signifie qu'il est fabriqué en fondant tous les ingrédients ensemble dans un moule à creuset, puis en le versant dans une coulée. Il est possible que le mot wood ce soit une corruption du mot sud-indien uku, qui signifie acier. La première mention de ce mot dans la langue anglaise vient de la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, les Indiens le fabriquaient depuis environ 2000 ans. La qualité de l'acier indien est même mentionnée dans les archives d'Alexandre le Grand. On pense que le secret de la façon de faire de l'acier damascé était protégé et transmis de père en fils, plutôt que d'être écrit n'importe où, ce qui a permis à l'Inde de monopoliser la production et l'exportation de ce métal pendant des centaines d'années. En avril 2021, le nord du Pérou s'est débattu avec les conséquences d'une longue sécheresse. Dans une tentative de résoudre le problème, les agriculteurs se sont tournés vers un cadeau que leur ont laissé leurs anciens ancêtres. Incapable d'obtenir suffisamment d'eau par des moyens conventionnels, la communauté agricole a commencé à restaurer le réseau de canaux de pierre précolombiens de la région, qui ont tous plus de 1000 ans. Les habitants de la région appellent ces canaux amoulas, et pensent qu'ils ont été créés par les habitants indigènes de la province de Huarochiri, il y a environ 1400 ans. Ce qui les fait remonter à une époque non seulement avant l'arrivée des Européens, mais aussi avant l'émergence des Incas. Les canaux astucieusement conçus suivent les pentes des montagnes et dirigent l'eau de pluie vers des zones de roches et de sols perméables, où elle filtre lentement, à travers et remplit les aquifères avant de descendre dans les sources des semaines, ou même des mois plus tard. C'est ainsi que les peuples indigènes s'assuraient d'avoir de l'eau longtemps, après la fin de la saison des pluies. On pense que la restauration de l'ensemble du réseau de canaux prendra au moins jusqu'en 2025. Mais ils ont déjà restauré 17 des 67 km de canaux, et ont créé assez d'eau pour nourrir plus de 80 000 personnes pendant 12 mois. C'est une solution ancienne à un problème moderne. Le Pérou contient de nombreux exemples fantastiques de technologies anciennes, alors restons-y un peu plus longtemps, et parlons des Poquidos. On pense que ce système hydraulique a été créé par la culture Nazca, qui était aussi responsable des célèbres lignes Nazca. D'en haut, ce site ressemble à une sculpture en spirale, et pourrait être interprété comme une œuvre d'art. Mais il y a un but beaucoup plus pratique que cela. Les spirales sont des canaux de surface menant à des réservoirs et des aqueducs sous la terre. Grâce à l'existence des Puquios, les gens qui vivaient ici dans l'Antiquité disposaient d'une réserve d'eau, sur laquelle ils pouvaient compter pendant la saison sèche. C'était particulièrement important dans cette partie du monde, car la saison sèche pouvait parfois durer plus d'une année civile. La sophistication de ce système hydraulique est telle que les archéologues ont d'abord supposé qu'il avait été créé par les Espagnols après leur arrivée dans la région, plutôt que par les personnes qui étaient là avant eux, et qui étaient supposées être trop primitifs pour les avoir inventés. Cette supposition était à la fois arrogante et raciste. Les Espagnols utilisaient ce système, mais ils ne l'ont pas créé. Les anciens Romains étaient très friands de vin et sont arrivés avec des designs innovants pour les pressoirs à vin. Mais ils étaient tout aussi innovants lorsqu'il s'agissait de concevoir des pressoirs à huile d'olive, qui étaient extrêmement importantes pour les Romains, car ils croyaient qu'elle avait des vertus curatives. Le médecin personnel de l'empereur Julien a écrit qu'il utilisait l'huile d'olive comme base pour fabriquer des onguents pour l'empereur, et qu'il en induisait les pansements avant de les appliquer sur les blessures. Les soldats romains qui étaient extrêmement superstitieux buvaient souvent de l'huile d'olive avant les batailles importantes. La presse à huile d'olive la plus avancée qu'ils aient jamais développée en tant que civilisation était le trapitum. Et le trapitum le mieux conservé jamais découvert par les archéologues dans les ruines de la ville de Pompéi, la presse fonctionne en versant les olives dans le bol, puis en les écrasant entre les deux grandes pierres concaves fixées à la poutre. Celle-ci est reliée à un pivot en fer et l'ensemble était généralement fixé à un poteau qui permettait aux pierres de tourner à l'intérieur. Les archéologues pensent qu'ils étaient généralement alignés par groupe de 3 et produisaient des quantités quasi industrielles du précieux liquide sur une base quotidienne. Nous savons que l'odomètre est une ancienne invention antique, mais nous ne savons pas à quel inventeur antique à qui le créditer. Héron d'Alexandrie inclut le dessin d'un odomètre dans son manuscrit Dioptra, et revendique l'invention comme la sienne propre. Mais Vitruvius a également produit un dessin d'odomètre il y a environ 2000 ans.
et pourrait avoir basé son travail sur un design créé encore plus ancien que celui d'Archimède. Le premier modèle fonctionnel était cependant presque certainement basé sur le modèle de Vitruve. C'est à la fois incroyablement simple et incroyablement intelligent. Le compteur kilométrique vitruvien est en fait une brouette avec une grande roue creuse pleine de cailloux. Chaque fois que la roue tourne, elle laisse tomber un caillou dans la brouette. Si vous connaissiez la circonférence de la roue, vous pouviez calculer la distance que vous aviez parcourue, en multipliant la circonférence par le nombre de cailloux dans votre brouette. Cette méthode de base permettait de calculer la distance exacte entre deux points pour la première fois. C'est extrêmement utile pour l'armée romaine. Mais elle était tout aussi utile pour les cartographes. La précision des cartes s'est améliorée énormément après l'introduction de l'odomètre. Vous pourriez penser qu'il est impossible de créer un réfrigérateur sans l'électricité, mais vous avez tort. Les Perses avaient des réfrigérateurs il y a 2400 ans, et ils les appelaient yakshol. Il y a un indice de leur utilité dans le nom qui se traduit en anglais par puits de glace. Mais c'est une mauvaise traduction. Les yakshol ne sont pas des puits. Ce sont plutôt des tentes géantes. Les Perses ont construit leur yakshal à 60 pieds de haut, et y canalisaient l'eau à partir de sources voisines. L'eau était ensuite refroidie à l'aide de capteurs de vent, et un système de refroidissement basé sur l'évaporation qui éliminait la chaleur et l'humidité. Pour finir, l'extérieur de chaque yakshol était recouvert d'épaisses couches d'argile de sable, de blanc d'œuf et de poils de chèvre pour refléter la chaleur du soleil et garantir que le contenu reste frais. Nous imaginons que ces surfaces extérieures dégageaient une incroyable puanteur, mais tant qu'elles gardaient la nourriture fraîche à l'intérieur, elles faisaient leur travail. Nous avons regardé quelques systèmes hydrauliques dans cette vidéo, mais aucun qui soit plus ancien que ce prochain exemple étonnant de technologie ancienne. Il a été découvert dans la région du Bayangtze en Chine, en décembre 2017. Les archéologues pensent qu'il s'agit de l'un des plus anciens projets de gestion de l'eau dans le monde. Les inondations étaient un risque constant pour les personnes qui vivaient ici, il y a 5000 ans, et ils ont donc fait quelque chose à ce sujet sur une période d'environ 50 ans. Ils ont creusé des canaux, empilé la terre pour créer des barrages, et ils ont introduit un système pour pouvoir contrôler le flux d'eau. Le système qu'ils ont créé s'étend sur 10 000 hectares de terre. 10 millions de pieds de cubes de terre ont été déplacés dans le processus. Les experts estiment que la création d'un seul des plus grands barrages aurait nécessité une équipe de 3000 personnes, avec 8 ans pour y parvenir. Aussi énorme que ce soit, ce système de gestion de l'eau a finalement échoué. L'ancienne cité antique de Liangzhou a été détruite par une énorme inondation il y a environ 4200 ans, laissant la zone entière enterrée sous 2 pieds d'argile et forçant son abandon. Il y avait de nombreuses façons de marquer le passage du temps entre l'invention du cadran solaire et l'invention de l'horloge. Pour les anciens Égyptiens, l'une de ces méthodes était la marquette. Cela ressemble à un dispositif simple, mais ce n'est pas le cas. Un merkate est fait à partir d'une barre de bois ou d'os recouverte d'encoches et de sculptures. Les barres sont attachées à des fils à plomb lestés. Il y a 24 encoches sur la longueur des barres. Il n'y en a pas une pour chaque heure du jour, bien qu'il y ait une encoche spécifique pour le lever du soleil, une autre pour le coucher du soleil, 8 pour suivre les mouvements des corps célestes à travers le ciel nocturne, et une autre pour suivre le soleil tout au long de la journée. Une marquette est plus utile qu'un cadran solaire, parce qu'un cadran solaire a du mal à suivre le temps après le coucher du soleil, même si la lune est brillante. Certains archéologues pensent que les marquettes peuvent également avoir été utilisées pour mesurer des angles, ce qui aurait été utile pour concevoir et construire des temples. Le plus ancien merkate dont nous ayons conscience est exposé au public au musée des sciences de Londres en Angleterre, et a environ 2600 ans. Cependant, cela ne veut pas dire que la première marquette n'a pas été fabriquée bien avant cela. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.